Alors le bleu, comme toutes les couleurs en Occident, a une symbolique dichotomique. Le bleu est positif, le bleu est négatif. Et on peut peut-être commencer, quand on parle du bleu, dans la symbolique générale et appliquée au cinéma, par ce à quoi tout le monde pense en premier, à savoir la couleur de la mer, la couleur des océans. Et peut-être le premier film qui a permis de visualiser ça d'une manière extrêmement marquante a été le film de Cousteau, Le Monde du Silence, puis plus tard, bien sûr, Besson avec son grand bleu l'a complètement éclipsé. Mais on peut aussi signaler la dimension vraiment de profondeur que Jane Campion lui a donnée, en particulier vers la fin de la leçon de piano, où la pianiste et son instrument partent dans les profondeurs et où la mort semble se marier avec l'art et la vie l'emporte puisque bien entendu Holly Hunter revient à la surface. La profondeur peut s'opposer aussi à l'infini. Maintenant ce n'est plus la mer mais c'est le ciel, c'est le cosmos. Et là on pense à Kubrick bien sûr avec 2001, l'Odyssée de l'espace où l'on part là dans une autre forme de profondeur avec une dimension quasi métaphysique. Alors, quand on pense au bleu, on peut qu'on est parti dans le domaine artistique. Alors, il y a toute une série de peintres qui nous sautent aux yeux. Kandinsky, Yves Klein, Matisse, Picasso, et j'en passe, et des meilleurs. Et là, on est dans une dimension où l'art est pratiquement sacralisé. Et au cinéma, le film par excellence pour parler de la puissance du bleu qui domine toutes les autres couleurs, on le doit à Jean-Luc Godard et à Raoul Coutard dans Pierrot le Fou, où le bleu est le moteur vital de la beauté et de l'éternité grâce à Jean-Paul Belmondo et à son pot de peinture à la fin, mais depuis le début du film, à vrai dire. Alors, historiquement, pourquoi le bleu a-t-il cette puissance en Occident ? On sait qu'en France, on peut se limiter à notre pays, le bleu est la couleur préférée des Français. Alors on peut remonter le temps, bien sûr, et il y a une dimension divine au départ, c'est le bleu marial, le bleu de la Vierge Marie. Alors dans tout l'art saint-sulpicien, c'est présent. Quand le cinéma hollywoodien, surtout, se penche là-dessus et reproduit le personnage de la Vierge Marie, elle sera bien sûr vêtue en bleu clair, comme dans Le Roi des Rois de Nicolas Ray. Alors il est intéressant de remarquer aussi que cette dimension mariale a été utilisée pour l'appliquer à des personnages féminins dans les contes. Et là, on pense tout de suite à Cendrillon, on pense à Peau d'âne, on pense à Alice au Pays des Merveilles. Et puis alors, il y a peut-être un sommet, encore avec Walt Disney, dans la séquence finale de Fantasia, où il y a un Ave Maria, celui de Schubert, et qui est illustré par une procession de gens dans un décor qui est entièrement bleuté, celui de la nuit, etc. Alors ce bleu de droit divin va être connoté aussi à travers le temps. Au XVIe, XVIIe siècle, c'est la couleur de l'honnêteté. Mais alors au XIXe, c'est le sentiment amoureux, pur, passionné qui va l'emporter. On pense à l'habit bleu de Werther, par exemple, chez Goethe, et puis la fameuse fleur bleue de Novalis, qui aujourd'hui donne une dimension un peu plus banale et un peu moqueuse des gens. C'est un conte fleur bleue, c'est un film fleur bleue, mais qu'importe, c'est la passion, l'amour-passion. Alors vous l'avez au cinéma dans de nombreux films. L'un des plus beaux, c'est la femme bleue de Michel Deville, où Piccoli, tout d'un coup, voit une femme vêtue de bleu, et il va passer tout le film à la chercher, et ne la retrouvera peut-être qu'in extremis, mais dans le reste du film, elle n'est pas là. Il y a l'amour-passion et la chambre bleue de Simenon, que Mathieu Amalric a très très bien mis en scène il n'y a pas très longtemps. Et puis bien sûr, alors l'amour-passion, on le trouve aussi lorsqu'il y a quelques manières de peinturlurer les cheveux de ces dames, comme dans Mulholland Drive de Lynch, et plus récemment dans La vie d'Adèle. Alors ça, ce sont des références extrêmement positives que tout le monde connaît et apprécie. Mais il faut le savoir, donc, il y a une dimension négative, maléfique dans le bleu, dans notre civilisation, et le cinéma s'est emparé de ça très régulièrement. Alors par exemple, la peur, on parle d'une peur bleue, bien entendu. Eh bien, dans Fog de Carpenter, qui traite d'une petite localité où autrefois on a laissé se noyer des lépreux pour leur voler l'or qu'il y avait sur le bateau, eh bien, ce péché va être symbolisé par un brouillard bleu qui va envahir toute la communauté pour se venger. Alors le bleu, bien sûr, c'est la dépression, hein, c'est le blues. Et là, récemment, Blues Jasmine de Woody Allen est une des meilleures illustrations de cette couleur-là.
Alors ce bleu maléfique, on le trouve aussi à l'écran appliqué à des personnages ou à des lieux. Personnage, par exemple, le diable, dont la plus grande aventure, la plus grande histoire jamais contée sur Jésus de George Stevens, le diable, joué par Donald Pleasence, est en bleu. Le prince Jean, qui est l'ennemi attitré de Robin des Bois dans les aventures de Robin des Bois de Curtis et Quillet avec Rolf Flynn, eh bien, le prince Jean, il est vêtu de bleu. Hein. Ce n'est plus le roi Jean Marais dans Peau d'âne. Et les lieux négatifs, et beaucoup de cabarets sont ainsi colorés. L'Ange bleu, par exemple, qui va perdre le professeur grâce à Marlène Dietrich. Vous avez The Blue the Lion, de La femme au gardénia de Fritz Lang. Vous avez également le dahlia bleu et quelques autres. Alors, le bleu est aussi associé, comme dans ces cabarets, il se passe parfois des choses un peu chaudes, à une sexualité débridée, débordante et même destructrice. Prenez les draps bleus, par exemple, dans lesquels Michael Fassbender connaît plusieurs ébats, dans Shame de Steve McQueen. Alors, le bleu ainsi négativement connoté se retrouve peut-être aussi et assez souvent associé à la mort elle-même. Alors, Enki Bilal, par exemple, dans Bunker Palace Hotel, a rendu ce lieu très sépulcral et très inquiétant. Le bleu chez Bilal n'est pas quelque chose de particulièrement positif. Et il y a peut-être le film par excellence sur la question, c'est lorsque le peintre et cinéaste Derek Jarman a su qu'il était séropositif et qu'il allait donc terminer sa vie, a fait un film qui s'appelle Blue, et vous avez, c'est un bleu à la Yves Klein, pendant, je ne sais plus, 1h15, qu'un écran bleu, et vous avez du son, des paroles qu'il a écrites, des poèmes, qui décrivent sa maladie, qui décrivent son rapport à l'art, etc. C'est sa dernière déclaration amoureuse à la vie à travers cette manière de tomber dans la mort et les profondeurs. Alors, il existe également, on va conclure là-dessus, par rapport à la mort, il peut y avoir l'idée de la vérité révélée. Car à l'approche de la mort, tout d'un coup, alors Dieu existe-t-il ? Qu'y a-t-il après? Les gens se posent des questions. Et il y a deux cinéastes qui ont abordé la chose d'une manière vraiment marquante. C'est Kieślowski dans Trois couleurs bleues, d'une part, et puis l'autre, c'est bien entendu Terrence Malick dans la dernière séquence de The Tree of Life. Et là, comprennent bien entendu qui pourra, je ne vais pas expliquer le film. Alors, conclusion des conclusions, eh bien, c'est lorsque le bleu devient autre chose que le bleu occidental, mais le bleu planétaire, le bleu du monde, quand on se penche sur les symboliques en Extrême-Orient, par exemple dans le bouddhisme tibétain, le bleu a un rôle très positif puisque c'est celui de la sagesse. Et quand on oppose le yin au yang, ben le bleu est du côté de la femme, du côté de la lune, du côté des choses bienfaisantes. Et si on fait la synthèse de tout ça, ça donne quoi? Avatar de James Cameron, dans lequel le personnage de l'avatar, finalement, élimine l'être destructeur par excellence qu'est l'homme. Et à la fin, eh bien, cette espèce de personnage hybride, tout en bleu, va permettre à la nature d'être sauvée et surtout à l'arbre de vie de ne pas être accaparé par l'homme qui demeure plus modeste et aura au moins sauvé la planète.